Professeur Didier Raoult, docteur Sophie Baron, il y a une nouvelle alerte récemment sur la résistance aux antibiotiques qui serait en augmentation. Observe-t-on réellement une augmentation marquée de la résistance aux antibiotiques en France, à Marseille en particulier? Non, là c'est un nouveau titre de Google Actualité qui dit depuis 20 ans la résistance a doublé, ce qui est de la propagande, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne représente aucun lien avec la réalité. Nous, on a regardé, compte tenu de ces éléments qui reviennent d'une manière régulière, on a regardé par exemple à Marseille sur 100 000 antibiogrammes, ce qui s'était passé entre 2001 et 2016, et en 2019 on est exactement la même situation que 2016, on a pris les 10 bactéries qui tuent les plus et qui infectent le plus les humains, et ensemble on a tout regardé. Il y en a dont la résistance a diminué de manière très significative, comme les staphylocoques dorés qui sont les plus grands tueurs, donc d'autres qui ont augmenté comme Klebsiella, et tout ça à la fin ne fait pas de différence, c'est parce que la résistance aux antibiotiques, il y en a qui augmentent et d'autres qui diminuent, mais jamais personne ne fait un scoop parce que la résistance aux antibiotiques d'un grand tueur a diminué, alors que c'est le cas pour les pneumocoques, par exemple, qui présentaient la grande peur il y a 30 ans en Afrique du Sud, et il n'y a plus de résistance, et puis les staphylocoques dorés qui étaient la grande peur il y a 15 ans, et dont la résistance a diminué. Donc ça n'est pas exact, il n'y a pas d'augmentation générale de la résistance, il y a des bactéries qui sont plus résistantes que ce qu'elles étaient il y a 20 ans, et d'autres qui sont moins résistantes, parce que tout ça est lié à la pression de sélection et à un nombre de paramètres qu'on ne connaît pas. Oui, et si l'on regarde dans nos datas, en fait, la proportion des souches qui sont toutes sensibles reste toujours la même. C'est vraiment le niveau de résistance au sein d'un groupe qui va être plus résistant, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Et la proportion de souches sensibles à tout reste toujours la même. Ces alertes, d'où viennent-elles? Quels sont les éléments qui permettent ensuite de construire ce discours inquiétant? Bon, elles viennent du goût, vous le voyez bien, les alertes, si vous voulez, sont toutes des alertes avec des titres affolants qui n'ont pas toujours à voir avec le texte. D'ailleurs, là, c'est le cas, ils disent « Ah, le doublement de la résistance aux antibiotiques en 20 ans ». Ensuite, ils parlent d'un groupe d'antibiotiques et de la résistance d'un des 3 antibiotiques utilisés. Il y en a une dizaine qui sont utilisables pour alimenter la peur et l'alerte. On sait bien que la peur, c'est les films d'horreur, c'est quelque chose qui est banal et que les scary movies, les gens aiment ça. Donc ils cliquent beaucoup plus volontiers si on leur dit qu'il y a une horreur qui est en train d'arriver. En plus, quand on est dans une espèce d'atmosphère de fin du monde, tout ce qui accélère le risque de fin du monde d'ailleurs, les prophètes actuels prédisent qu'en 2050, il y aura tellement de résistance qu'il y aura 10 millions de morts, qui est un délire. Nous, on peut dire que, comme on nous disait, mais ce que vous dites est à Marseille, personne ne peut le contester, c'est de l'observation faite sur les plus grandes séries mondiales d'observations qui ont été faites. On a étendu cette observation sur la région PACA, et donc on a plus de 500 000 antibiogrammes, c'est des vraies données, ce n'est pas des modèles mathématiques. Hein. Sur ces 500 000 antibiogrammes, il y a 0,3% de bactéries qui posent un problème de traitement, aucune qui soit une impasse thérapeutique, et 0,3% qui pose un problème de traitement au traitement de base, de référence, et il n'y a aucune différence de mortalité chez nous entre les gens qui ont ces bactéries résistantes aux 3 antibiotiques de base, ce qui sont les infections bactériennes difficiles à traiter, et celles qui n'ont pas de résistance. Donc l'ampleur du problème ici est extrêmement mineure. Donc on ne peut pas dire que c'est une chose très dramatique. Alors l'avenir appartient à personne, mais pas plus à ceux qui font des modèles mathématiques qu'à ceux qui regardent au jour le jour si ça change. Donc il n'y a pas de changement sur 20 ans sur le niveau de résistance. Et si l'on regarde aussi parmi les bactéries qui posent des problèmes éventuellement au niveau des traitements, c'est essentiellement des bactéries que l'on retrouve uniquement à l'hôpital, que sont Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii, qu'on rencontre déjà dans des cas très particuliers. Donc vraiment, c'est une niche en soi résistante. Et quel rôle va jouer la prescription d'antibiotiques par des médecins, et donc quel rôle va jouer l'intervention humaine dans le traitement des bactéries vis-à-vis de ces fluctuations? Alors c'est une question très complexe et très difficile parce qu'on ne connaît pas tout. En particulier, il y a un grand mystère actuel sur lequel nous on travaille, sur lequel on commence à avoir des éléments, qui est pourquoi est-ce qu'il y a plus
de résistance dans les pays dans lesquels il y a le moins d'antibiotiques. Donc les pays les pays pauvres de la zone intertropicale sont les pays d'où apparaissent le plus de résistance, et souvent là où il y a le plus de résistance. On trouve, y compris dans ces zones, des résistances bactériennes quand on prélève des animaux sauvages ou quand on prélève des villages qui n'ont même pas l'électricité, qui n'ont aucun contact avec les hôpitaux. Et donc ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres que l'on ne connaît pas encore dans la sélection de la résistance, qui est un point extrêmement important et qui a été très négligé. On ne regarde pas, même si la résistance qui fait le plus peur actuellement s'appelle New Delhi. Elle ne s'appelle pas New Delhi par hasard. Et nous, dans les bactéries qui représentent cette grande résistance, il y en a plus de 50% hospitalisés à Marseille, qui sont des gens qui ont été contaminés par du tourisme, des plaies, dans les pays de la zone intertropicale. Donc la plupart des cas sont importés de cette zone-là. Et on ne sait pas, des hypothèses, on ne sait pas pourquoi. Donc la prescription d'antibiotiques, des antibiotiques qui sont vendus comme antibiotiques, elle n'influence essentiellement que les zones, les domaines dans lesquels il y a une prescription très forte. C'est-à-dire il y a un rapport entre l'importance de la prescription et le nombre de microbes résistants. Donc essentiellement en France, les résistances s'observent dans les élevages animaux parce qu'il s'y prescrit encore beaucoup d'antibiotiques, et donc beaucoup des épidémies que nous avons chez l'homme sont sélectionnées dans les élevages, en particulier de porcs et de volailles. On a comme ça les staphylocoques dorés, les entérocoques, les Escherichia coli qui viennent. Les résistants sont sélectionnés dans les élevages où la pression de sélection est très importante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grammes par kilo d'animal, ce qui n'est pas le cas chez les humains, sauf dans les hôpitaux où il y en a plus, et dans les réanimations, où là, il y a une pression de sélection considérable qui explique pourquoi les bactéries résistantes arrivent à avoir un avantage. Mais dès que cet avantage disparaît, le niveau de résistance diminue, parce que ce niveau de résistance dépend de la prescription à un moment donné. C'est-à-dire, nous, les gens qui nous occupons de maladies infectieuses, sommes tous des écologistes au sens vraiment étymologique, et donc la résistante dépend de l'écosystème dans lequel on vit. Et nous n'avons pas un seul écosystème mondial. Il y a des dizaines de milliers d'écosystèmes. Et la question la plus importante, à mon point de vue, de la résistance aux antibiotiques, c'est pourquoi dans l'écosystème de la zone intertropicale humide, où il y a relativement peu d'antibiotiques prescrits, il y a autant de résistance. Ça veut dire qu'il y a d'autres paramètres extérieurs que nous ne connaissons pas actuellement. Vous avez évoqué quelques enjeux de la recherche actuelle. On sait qu'il y a un plan ministériel qui a été lancé pour encourager la recherche en France sur la résistance aux antibiotiques. Pour vous, quels doivent être les grands enjeux et quels doivent être les grands axes de recherche développés dans ce plan ? Pour moi, comme toujours, j'ai qu'un discours. Il faudrait essayer de faire des choses intelligentes. Mais les choses intelligentes, c'est difficile parce qu'il faut réfléchir. Donc il ne s'agit pas, si vous voulez, de continuer à faire des modèles mathématiques ou à spéculer à partir de 4 antibiogrammes, mais il s'agit de poser une réflexion de fond qu'il serait extrêmement intéressant de poser avec des écologistes, des gens qui n'ont rien à voir avec le monde des antibiotiques, et se poser la question de savoir pourquoi la résistance d'une classe de microbes augmente vis-à-vis d'un antibiotique dans un écosystème donné, en particulier quand dans cet écosystème, la prescription d'antibiotiques n'explique pas cette sélection. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train de nous rendre compte, et on a publié ça, que les gènes qui servent à la résistance aux antibiotiques servent à de très multiples autres choses. Par exemple, nous avons dans notre corps 18 gènes qui sont identifiés comme étant des gènes qui coupent la pénicilline dans notre corps. Ces gènes peuvent être détournés demain pour une autre activité, et de chez nous, mais aussi de tous les autres animaux. Donc le niveau de perception intelligente de la recherche fondamentale sur ce domaine-là est trop faible. J'espère que ce domaine de recherche ne sera pas simplement dans de l'émotion et des modèles mathématiques, mais dans de la recherche de la connaissance inconnue pour l'instant, pour expliquer ce qui change dans les écosystèmes
qui entraînent des changements de sensibilité et de résistance dans tel ou tel écosystème.